Aujourd'hui, nous allons voir les différents types de bipolarité. Nous verrons d'ailleurs plus spécifiquement la bipolarité de type 1 et de type 2, qui sont dans la majorité des cas. Et nous parlerons ensuite de comment connaître notre type de bipolarité. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, un lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Julien, un coach spécialisé sur la bipolarité. Et moi, c'est Clément, le fondateur de Upstage, pour vous aider à mieux vivre votre bipolarité. Donc aujourd'hui, on va voir quels sont les différents types de bipolarité. Et pour rentrer dans le vif du sujet, Julien, est-ce que tu peux déjà nous expliquer, toi de ton côté, quel type de bipolaire tu es et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que dit la science justement sur le sujet? Yes. Alors, moi, ce qui est rigolo, c'est qu'on déjà, on m'a fait différents diagnostics de bipolaire. Donc, j'ai été bipolaire de type 2 et bipolaire de type 1 selon les psychiatres que j'ai eus. Et finalement, ça s'avère être plus bipolaire de type 1 parce que j'ai vraiment fait un accès maniaque fort à un moment donné dans ma vie. Mhm. Après, c'est vrai qu'au quotidien, le premier diagnostic de bipolaire de type 2 n'était pas forcément mauvais parce que j'avais davantage des phases d'hypomanie et de dépression plutôt que de forte manie. Donc, on va voir que la bipolarité, elle peut se différencier en type 1, type 2, il y a la cyclothymie et il y a d'autres types de bipolarité. Mais les principaux, c'est vraiment le type 1 et le type 2 et la cyclothymie aussi. Donc, pour définir un peu comment on définit si on est type 1 ou type 2, on va se baser vraiment sur ce que dit le DSM-5. On va vraiment, juste pour revenir là-dessus, se baser sur ce qui est écrit sur la science. On vous parle bien sûr de nos expériences, mais là, c'est vrai, Julien, justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que dit la science sur la bipolarité de type 1? Yes. Du coup, vraiment, le trouble bipolaire de type 1, ça va nécessiter de regrouper plusieurs critères. Et le principal critère, ça va être vraiment d'avoir fait un épisode maniaque reconnu. Euh, et je vais dire après comment on fait pour définir vraiment un épisode maniaque reconnu. Et en fait, il faut que ça soit précédé ou non finalement par une dépression majeure ou de l'hypomanie. Alors du coup, pour définir vraiment le côté maniaque et pour définir les critères d'une phase maniaque, c'est que ça va être déjà délimité sur le temps, c'est-à-dire que ça va être au moins pendant une semaine ou n'importe quelle durée si on a été hospitalisé. C'est important de le préciser aussi. À partir du moment où on a été hospitalisé pour une phase haute, on estime qu'on est dans une manie. Et ça va être un épisode, du coup, comme je le disais, d'au moins une semaine, durant lequel l'humeur va être anormalement élevée. On va être expansif, on va être très irritable. Il va y avoir une augmentation anormale de l'activité et de l'énergie aussi, qui va être dirigée souvent vers un seul but. Il y a juste un point de détail que je tenais à dire, c'est peut-être je vais redéfinir ce que c'est qu'une manie et une hypomanie. Alors, en fait, une manie, c'est la forte. En fait, c'est une hypomanie en puissance 4. C'est vraiment quand on est dans le très haut et que parfois on a besoin d'une hospitalisation, alors qu'une hypomanie, bon, on a plus d'énergie, mais c'est quand même moins important et généralement, il n'y a pas d'hospitalisation. C'est comme ça qu'on différencie les deux. Juste un détail aussi que je tenais à dire, c'est que les critères qu'on vous donne là, vous ne pouvez pas vous auto-juger. Mais je vais laisser quand même Julien peut-être un peu développer ça, dans le sens où c'est bien d'avoir ces informations. N'hésitez pas, bien sûr, sur votre psychiatre et allez regarder aussi notre vidéo sur le diagnostic si vous le souhaitez pour développer un petit peu le sujet. Mais Yes. vas-y, je t'en prie, Vidéo Julien. qui se trouve juste là sur le diagnostic. Ouais, du coup, comme tu le dis, n'hésitez pas vraiment à demander à votre psychiatre. C'est vraiment lui qui va déterminer si vous êtes type 1 ou type 2 ou cyclotimique ou autre. Et donc, après, ce qui est important, c'est de savoir si finalement on décrit les différents symptômes, au moins trois des symptômes que je vais vous décrire là. Donc, l'estime de soi qui est exagérée, un besoin de sommeil qui est réduit, une plus grande loquacité en général, une fuite des idées, on passe du coq à l'âne, on va avoir une distractibilité, une irritabilité qui est accrue, on va avoir une augmentation de l'activité qui est orientée vers un but, que ce soit scolaire, professionnel, sexuel, etc. Ou alors,
un engagement qui est excessif dans des activités qui potentiellement sont dommageables sur le long terme. C'est-à-dire, on va s'engager dans des achats inconsidérés, on va avoir des conduites sexuelles qui sont dangereuses, etc. Ensuite, ce qui va vraiment déterminer la manie, c'est que la perturbation qu'on va vivre, la perturbation de l'humeur qu'on va vivre est suffisamment sévère pour entraîner une altération du fonctionnement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel de la personne. Et dernier critère de définition d'une manie, c'est vraiment que le côté que la manie, elle n'est pas déclenchée par des effets d'une prise de substances comme de la drogue, de l'alcool, etc. Ouais, c'est super, mais merci beaucoup, Julien. Là-dessus, on essaie de vulgariser, et surtout, Julien, merci à lui, parce que c'est pas un exercice facile, ce qu'on a pu lire hein, dans des documents scientifiques. On va vous mettre aussi les sources de ces documents, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et on se répète, mais il y a aussi le centre expert qui existe en France pour vous diagnostiquer et savoir quel type de bipolaire vous êtes. Et donc, n'hésitez pas vraiment les contacter. Il faut juste avoir une demande médicale pour pouvoir être mis en relation avec eux. Donc, il faut demander soit votre psychiatre ou votre médecin traitant. Yes, et si je peux rajouter un petit truc, du coup, c'est vraiment le côté, là où dans le DSM-4, c'était pas le cas, aujourd'hui, dans le DSM-5, quand on passe dans un épisode maniaque suite à la prise d'un traitement antidépresseur, bah, ça détermine aujourd'hui le fait d'être bipolaire de type 1. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est que le DSM-4, DSM-5, Julien? Alors du coup, le DSM-5, c'est vraiment l'évolution du DSM-4 qui a été l'évolution du DSM-3, etc. Et c'est le manuel de diagnostic et des statistiques des troubles mentaux. Donc c'est vraiment là où on va trouver toutes les ressources sur les définitions et les statistiques en ce qui concerne le diagnostic aussi, en ce qui concerne les troubles mentaux. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Julien. C'était, je pense, une vraie montagne. C'est vraiment pas simple, justement, de catégoriser ça. Euh, Peut-être que je vais un peu vous parler de moi, ma typologie de bipolarité. Alors, c'est toujours très compliqué et comme vous l'avez compris, c'est selon le psychiatre, selon ce que nous on pense. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, il y a pas de prise de sang, comme vous le savez. On peut pas, c'est pas ancré dans le marbre. Il semblerait, pour ma part, que ce soit un trouble bipolaire de type 2, sachant que c'est aussi possible que ce soit de la cyclothymie. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Euh, Assez rapidement, et on développera bien sûr, mais un trouble de bipolaire de type 2, la principale différence avec le trouble bipolaire de type 1, c'est qu'il n'y a pas de phase de manie. Donc, en fait, on n'a pas eu d'hospitalisation due au fait d'être justement en surconfiance beaucoup trop en haut. Et on a plutôt des épisodes d'hypomanie, c'est-à-dire que ça va être, entre guillemets, une situation de confiance où on parle plus vite, mais qui n'est pas extrême et qui ne demande pas soit un arrêt de travail, soit une hospitalisation. Donc après, on va entrer un petit peu plus dans le détail, mais c'est le point principal, si vous devez en retenir un. Ensuite, bien sûr, dans le trouble bipolaire de type 2, il y a des épisodes dépressifs. Comme vous le savez, le trouble bipolaire, c'est des troubles dépressifs, des phases stables et des troubles donc de manie, voire d'hypomanie, ça dépend des fois. Juste pour redéfinir, et je pense que c'est important d'avoir ce tableau en tête, on va avoir, en fait, il y a 5, entre guillemets, stades, si on simplifie les choses. Il y a dépression sévère, donc là, une dépression forte, comme vous le comprenez. Dépression légère, on parle potentiellement de déprime, mais il faut faire attention à ne pas utiliser ce terme-là. Ensuite, bien sûr, de la stabilité, donc où on est plutôt stable. Ensuite, une phase d'hypomanie, donc une phase haute légère, et une phase de manie, donc une phase haute forte. Et c'est toujours intéressant, en fonction, bien sûr, du type de bipolaire que vous êtes, les variations vont différer. Euh, et c'est vrai qu'on parle là du type de bipolaire, mais il y a aussi plein d'autres facteurs qui font que vous allez avoir des phases ou pas. Donc c'est bien pour dire que le fait d'être bipolaire de type 1, de type 2 ou autre ne définit pas votre maladie à 100%. Il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez justement agir. Voilà,
assez rapidement développé le trouble bipolaire de type 2, mais je pense que je vais plutôt laisser Julien, qui a un peu plus travaillé sur le sujet que moi, le faire, mais on peut essayer de le faire un peu ensemble, du coup. Ouais. Du coup, alors si je pouvais rajouter déjà un petit truc sur le côté de la manie, on va déterminer que c'est une bipolarité de type 1 si finalement on n'arrive pas à déterminer que c'est autre chose aussi finalement. Parce on peut se rapprocher de la schizophrénie quand on a des hallucinations, etc., sachant que c'est pas forcément de la schizophrénie quand on a des hallucinations. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai eu des hallucinations, j'ai fait une bouffée délirante aiguë. Et je reste dans un trouble bipolaire dans le sens où, comme je n'ai pas fait une deuxième bouffée délirante aiguë, comme je n'ai pas eu deux fois des hallucinations, bah, je ne suis pas passé en schizophrénie. Mhm. Et donc, du coup, si on passe un peu sur le trouble bipolaire de type 2, eh ben, il va y avoir différents critères comme le trouble bipolaire de type 1 qui vont déterminer que l'on est dans un trouble bipolaire de type 2 et non 1. Donc, ces critères, c'est au moins d'avoir fait un épisode d'hypomanie, du coup, donc le stade moins évolué que la manie, et au moins un épisode de dépression majeure qui soit actuel, donc actuellement en train de le vivre, ou que ça soit déjà passé dans le passé. Un des critères également, c'est de ne jamais avoir fait de manie. Donc finalement, ça veut dire que, par exemple, dans mon cas, le fait d'avoir fait une bouffée délirante aiguë ne justifiait pas le fait d'avoir fait un diagnostic de bipolaire de type 2, comme c'était une manie plus. Ensuite, il faut également, comme le trouble bipolaire de type 1, bah, que ça ne soit pas expliqué par un autre trouble psychiatrique. Euh, et Il y a un point que je trouve intéressant et ça me vient à l'esprit, c'est que, enfin, je suis posé même la question, c'est que j'ai l'impression que le trouble et son type de bipolarité peut aussi évoluer. Et que c'est pas comme si on était dans une case et qu'on va y rester ad vitam aeternam, parce que, bah, comme l'explique très bien Julien, à partir du moment où on a fait une phase de manie, bah, potentiellement, on peut changer de typologie de bipolarité. Donc, c'était juste ce point que je trouvais assez intéressant, et je te laisse continuer du coup, Julien. yes. Après, bah, du coup, il ne reste pas grand-chose à rajouter, mais c'est vraiment que finalement, c'est aussi que les symptômes, que ce soit de la dépression ou de l'hypomanie, bah, ça provoque une souffrance qui est cliniquement significative et une altération du fonctionnement dans les domaines donc, socio-professionnels, personnels, etc., qui vont être importants. Mhm. Non, bah, merci beaucoup là-dessus, Julien. Donc, pareil, il vous a parlé assez longuement, et c'est très bien, du DSM-4 et du DSM-5, qui sont en fait la littérature scientifique sur le sujet. Comme pour le bipolaire de type 1, on va vous mettre le lien des articles scientifiques si vous souhaitez un petit peu approfondir le sujet, parce que bah, nous, enfin, pour ma part en tout cas, et pareil pour Julien, on n'est pas de culture scientifique. Donc, c'est vraiment important d'aller voir ce qui est écrit par les médecins et par les gens qui ont fait 7 ans ou plus d'études sur le sujet. Euh, voilà, peut-être pour résumer rapidement, bon, comme on vous le disait, il y a différents types d'affectations et de troubles bipolaires. Donc, on vous a parlé de la dépression sévère, de la dépression légère, de la stabilité, de l'hypomanie et de la manie. Donc, c'est très intéressant d'avoir ces 5 phases un petit peu en tête. Et après, peut-être qu'il y a des choses à développer, Julien. Oui, après, il y a un autre type de bipolarité qui est du coup la cyclothymie, qui pourrait faire l'objet d'une vidéo entière, et sûrement on le fera. Mais si on peut la décrire un peu succinctement, finalement, ça va être que euh, pendant une période qui est assez longue, finalement, qui est une période de 2 ans, donc ça c'est spécifié dans le DSM-5 hein, toujours, on va vivre autant des périodes de dépression que des périodes d'hypomanie sans savoir si l'un ou l'autre est plus important, en fait, finalement. Non, en fait, c'est ce qui est intéressant et ce qui est très compliqué. Et c'est vraiment, prenez des guillemets. Alors, bien sûr qu'il faut se fier à votre psychiatre et que c'est important, justement, d'avoir son avis, mais il y a potentiellement des erreurs. Et je pense qu'il ne faut pas se mentir qu'aujourd'hui, en France, le diagnostic n'est pas sûr et surtout, le diagnostic peut changer, notamment à cause de la consommation de drogue.
Et là, on va avoir potentiellement des bipolaires qui vont devenir schizophrènes. Enfin, je ne connais pas extrêmement bien le sujet, mais juste gardez bien l'esprit ouvert. C'est pas parce que vous avez fait un test en ligne que vous le savez. C'est pas parce qu'un psychiatre vous a dit quelque chose que vous le savez. Il faut toujours garder cet esprit ouvert et curieux. Et vraiment, aussi cet esprit critique. De manière générale, bien sûr, fiez-vous au corps médical qui est beaucoup plus à même à diagnostiquer. Hein. Ça, je tiens à le dire. Yes. Et du coup, ouais, alors on vous met les liens pour les tests donc dans la description. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ces tests-là et à demander justement au psychiatre qui va confirmer ces tests ou les infirmer finalement. Et c'est vraiment eux qui vont vous donner le diagnostic le plus précis à ce niveau-là. Oui, et n'hésitez pas aussi à nous dire de votre côté, si vous le savez ou pas, quel type de bipolaire vous êtes est-ce que vous avez des doutes? Enfin, on serait curieux d'en savoir un peu plus. Personnellement, moi, c'est le cas. Hein. Donc, c'est parce que le Aïe. diagnostic est toujours en fait un travail sur le temps. Et voilà, il y a des hypothèses qui vont être confirmées ou pas. Et l'objectif, c'est toujours la même chose. Enfin, personnellement, c'est d'essayer d'avoir le moins de troubles et donc de faire en sorte de ne pas le rendre plus extrême. Enfin, c'est très compliqué et c'est pour ça que, à mon avis, en tant que médecin, tout ce qui est troubles psychiatriques sont très intéressants parce qu'il y a énormément de choses à développer. J'avais lu il y a peu de temps que je crois que le cerveau est l'un des éléments les moins compris, dans le sens où on connaît probablement mieux l'univers, voire les océans, que le cerveau humain. Donc, ça doit être assez génial et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se font, notamment au niveau médicaments et des nouveautés. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'avancer un petit peu dans notre cheminement et peut-être de vous parler un petit peu plus de qu'est-ce qu'il y a à côté de sa typologie de bipolarité, notamment au niveau des approches. Euh, Personnellement, on voit trois types d'approches lorsqu'on a entendu qu'on était bipolaire. Il y a bien sûr le déni, le fait de ne pas accepter sa maladie, le fait de l'accepter, mais de manière un petit peu résignée, en fait, en se disant, je suis malade, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Et toute ma vie, je vais, entre guillemets, subir cette maladie. Et puis, il y a l'acceptation proactive. Donc, qu'on a tendance, on ne va pas se mentir, à prôner. Donc, qui est de se dire, OK, on est malade, maintenant, qu'est-ce que je peux faire personnellement en étant au centre de ma maladie pour aller mieux et mieux la vivre. De ton Mais côté, Julien, enfin, tu peux nous parler un petit peu justement de ces étapes et comment est-ce que toi, tu les as vécues ou voilà. ouais, alors du coup, je pense, moi j'ai particulièrement vécu le côté proactif, dans le sens où dès que j'ai su que j'étais diagnostiqué bipolaire, j'ai vraiment cherché à trouver des solutions et à à m'en sortir à ce niveau-là. Donc j'ai pas, du coup, j'ai eu aussi la phase de déni juste avant le diagnostic, dans le sens où je refusais d'aller voir un professionnel de santé, sachant que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui tournait pas forcément tout rond chez moi. Après, Ouais, ce que je trouve intéressant aussi à rajouter dans ce que tu as dit, c'est vraiment aussi qu'on peut évoluer d'une phase à une autre et on n'est pas cloîtré dans une caractéristique donnée sans pouvoir en changer finalement. Donc, on peut être dans la phase de déni et finalement passer en mode proactif et chercher des solutions, etc. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que ça permet de donner des perspectives d'avenir vis-à-vis de la maladie. ouais, c'est exactement ça. Et c'est hyper positif et c'est quelque chose, par contre, là qu'on contrôle. Contrairement à la maladie, c'est beaucoup plus compliqué. On peut éviter que ça s'empire. Ça, on a, entre guillemets, les cartes en main. La perception de la maladie et la manière de l'accepter ou ne pas l'accepter, ça, pareil, on a les cartes en main. Donc c'est un peu particulier. Enfin, moi, j'aime bien comparer la vie à une main de poker. On commence notre main avec certaines cartes et après, est-ce qu'on les joue bien ou pas? Et c'est pareil, enfin, pour un tout petit peu étendre le sujet, mais c'est pareil aussi au niveau social, au niveau économique. On n'a pas tous les mêmes cartes. Et il est vrai que lorsqu'on a une famille qui est là pour nous soutenir et nous aider,
ça a un impact très positif. Euh, pour vous parler un petit peu de moi, de justement ces phases, et c'est vrai que le déni, on a fait un petit peu partie. Il y a un moment, c'est comme si instinctivement, j'avais pas envie de creuser quelque chose. Donc je n'ai pas été diagnostiqué, ce qui ne m'a pas aidé, mais je n'avais pas non plus la volonté de creuser en profondeur quelque chose avec cette peur un petit peu de savoir. Et ensuite, suite à mon diagnostic, là, ça a été un peu une révélation et j'ai tout de suite été proactif. Mais j'ai eu la chance, et je pense qu'il faut le dire, d'avoir une famille qui était là pour me soutenir, d'avoir une copine qui était là aussi pour me soutenir, et de pas avoir non plus de soucis économiquement. Et toutes ces choses-là font que je n'ai pas peur de payer mon loyer. Je sais qu'en cas de besoin, j'ai quelqu'un pour me tendre la main. Et ça a un impact énorme. Et c'est pas à sous-estimer. Et c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, même si certains ont des meilleures cartes que d'autres. Yes. Comme tu dis, c'est hyper important l'environnement dans lequel on va vivre et les cartes qu'on nous a données, on a tous des cartes différentes, mais après, c'est vrai qu'on peut, c'est comme tu dis, c'est comme au poker, on peut changer de carte, on peut jouer avec les cartes différemment et c'est ça qui est hyper intéressant aussi et c'est pour ça qu'il faut garder espoir aussi vis-à-vis de cette maladie. Et n'hésitez pas à nous soutenir aussi en mettant un petit pouce j'aime, un petit pouce bleu, et ça nous aidera à continuer notre travail. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'en approfondissant ce sujet-là, personnellement, je me suis rendu compte que j'étais pas assez éduqué sur le sujet. Et vraiment, c'est pour ça qu'on a souhaité le faire, parce que c'est encore compliqué et c'est dur d'aller chercher ces informations, comme l'a très bien fait Julien sur justement la littérature scientifique. Voilà, enfin, n'hésitez pas à nous dire aussi, est-ce que vous voulez du contenu un peu plus de vulgarisation, où là, on était un petit peu moins dans nos expériences personnelles, afin de savoir si ça peut être pertinent. Et merci beaucoup, Julien, d'avoir pris le temps, justement, d'avoir travaillé cette littérature scientifique. Il y a peut-être des choses aussi qu'on a oubliées, donc n'hésitez pas à nous l'ajouter en commentaire, peut-être des sources, parce que nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'entre des sources américaines, des sources françaises, et puis selon les sites internet, c'est très différent. Donc voilà, on est toujours aussi en train d'apprendre, donc n'hésitez pas à nous dire aussi ce qu'on peut améliorer. Euh, N'hésitez pas aussi à nous soutenir sur la chaîne en mettant un petit pouce j'aime, en nous mettant un commentaire, en nous envoyant un message aussi. Ça nous fera plaisir de discuter avec vous et de partager au sujet de la bipolarité ou d'autres choses, même si vous êtes proche de bipolaire. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Clément, puis on oui, se dit à la prochaine. merci à tous pour votre temps. N'hésitez pas, si vous voulez aussi approfondir le sujet, à regarder la vidéo sur le diagnostic. Et tout simplement, une très belle journée à vous et au revoir. Ciao, ciao!